sais pas si on pourrait trouver des mots un peu plus alarmants que celui que vous utilisez, notamment la qualité alarmante de ces situations-là. Des faits qui sont revenus au devant de la scène ces dernières semaines, ces derniers mois, à travers la sortie de quelques confrères. Et vous vous imaginez bien qu'on vit cette situation comme étant principalement concernée dans la pratique de ce que nous considérons comme étant le plus beau métier du monde, même s'il est parfois doté d'un certain nombre d'ingratitudes qui le placerait au métier le plus mal regardé par quelques-uns. En tout cas, nous sommes fiers de ce choix, des vocations que nous avons eues, mais aussi de l'attraction que ce métier continue à avoir sur des jeunes générations, pour ceux qui l'embrassent de manière noble, mais aussi pour l'impact que ce métier a dans notre société. Pour les faits, il faut y revenir. Des confrères qui sont menacés de mort. Bien évidemment, ça n'est peut-être pas une première dans l'environnement camerounais. C'est quelque chose qui, depuis la nuit des temps, semble être, je vais dire, parallèlement lié à l'évolution de ce métier dans le monde. Le quatrième pouvoir, toujours menacé du fait que dans sa posture de ce que les uns avaient appelé quatrième pouvoir, il est en passe tout simplement de devenir un contre-pouvoir. Il est, j'allais même dire, un contre-pouvoir et un pouvoir qui souffre de son indépendance ou de sa volonté d'être indépendant vis-à-vis des autres pouvoirs statutairement acquis. Et dans cette dynamique-là, il ne fait pas que des erreurs. J'allais même dire peut-être qu'il fait plus de mécontents parce que son regard et sa posture de chien de garde de la société lui confèrent une certaine insolence, disent ceux qui ne s'accommodent pas de cette méthode-là, mais surtout un certain regard de la société qui le rend ce chien de garde qui veille sur tout ce qui se passe et qui dit son mot, malheureusement un mot qui ne fait toujours pas de satisfait. Nous avons des confrères qui, pour avoir dans un plateau, dans un plateau de société, qui touche d'ailleurs les questions que nous vivons au quotidien, qui reçoivent des menaces de mort sur les enfants qui sont interpellés. Des confrères qui, pour avoir organisé un débat sur des questions qui sont liées à l'évolution de notre société, de notre nation actuellement, dans ces moments de crise, qui reçoivent des menaces de mort simplement pour avoir invité une ressource sur un plateau qui a dit son opinion et qui n'est pas celle du journaliste. Vous vous rendez compte? On ne va pas citer les noms ce matin, mais c'est des faits vérifiables qui sont arrivés dans les dernières semaines et qui nous démontrent à suffisance qu'on a franchi une autre étape, j'allais dire, de la sauvagerie humaine dans notre pays. On était habitué à voir ce genre d'actualité ailleurs. Déjà qu'on a commencé à banaliser les vies humaines et les morts dans notre pays au point où on diffuse sur les réseaux sociaux des corps sans vie, au point où on est plutôt fier de diffuser le drame autour de la personne humaine. On a franchi un autre cap. C'est vrai que dans notre pays, dans le passé, on a eu des situations de journalistes dans des complications avérées, certains qui, à tort ou à raison, se sont retrouvés soit embastillés, d'aucuns ont perdu leur vie. C'est des situations réelles qu'on a vécues aussi chez nous, sans avoir forcément les tenants et les aboutissants de ces situations-là. Certains ont même dit que dans notre pays, les journalistes sont programmés pour mourir par la mendicité. Mourir parce que le contexte légal de l'encadrement, le traitement sur le plan professionnel et sur le plan de la considération même des facilités pour accomplir leur mission, ils sont programmés pour mourir dans la mendicité. Si on en vient aujourd'hui à avoir, en plus de cette mendicité qui semble être programmée dans l'environnement, à avoir ces journalistes programmés pour mourir physiquement parce que dans l'exercice de leur fonction, on ne peut rester insensible. Cela arrive à un confrère aujourd'hui, comme ça peut nous arriver. Nous avons choisi un métier qui n'est pas de tout repos. Il n'y a pas de risque dans un engagement comme celui que nous faisons, celui de journaliste. Mais il est important de le dire et de le crier quand on peut encore le faire, quitte à ce que, au-delà de nos petites personnes, au-delà des considérations que nous avons, que ce cri-là se fasse entendre et que notre métier, finalement, puisse être exercé, pas sans risque zéro, mais au moins
dans des conditions acceptables, où la barbarie ne prend pas le dessus sur ce qui est utile. Bah justement, la question qui, moi, me brûle les lèvres depuis tout à l'heure, c'est quel avenir et quelle suite pour les journalistes comme vous, que vous êtes avec de telles situations, ce qui arrive, peut-être qu'il y en a qui vont flipper, mais quelle suite pour vous? Écoutez, au-delà de la frayeur, de la terreur que ce type de comportement, de menace veut établir ou finalement faire porter à ceux qui s'engagent dans ce métier avec un regard social, avec une envie d'être des chiens d'alerte de notre société, il y a que ces personnes qui commettent ce type d'acte ou alors qui se cachent derrière des menaces anonymes sont avant tout des lâches. Oui. Parce que quand vous assumez une position, vous avez des voies et recours. Si vous estimez qu'un journaliste, ça n'est pas pour dédouaner ceux de nos confrères qui sont considérés comme étant des brebis galeuses dans la pratique de notre métier, ceux de nos confrères qui, par des méthodes peu orthodoxes, n'honorent pas ce métier. Dans tous les métiers, il y a des brebis galeuses. Ça n'est pas pour dédouaner ceux qui se prêtent au jeu des manipulations à coup, n'est-ce pas, d'influence des groupuscules plus ou moins rangés. Mais c'est pour dire simplement que si vous avez la certitude d'avoir été offensé, diffamé et que sais-je encore dans les délits de presse chez nous, vous pouvez par les voies régaliennes, encore que les journalistes sont de manière quotidienne, n'est-ce pas, soumis à ce type d'épreuves, soumis à ce type, n'est-ce pas, de harcèlement ou alors simplement de dénonciation, vous avez des voies et des recours de manière légale pour le faire. Ça n'est pas pour dédouaner ceux de nos confrères. Exactement. Mais à la vérité, des comportements de menace sur la personne, sur les proches, sont des comportements lâches. On va le dire, il faut le dire. Et surtout que nous sommes dans une société. Et est-ce qu'on peut se demander si notre société peut vivre sans la presse? Et pour paraphraser quelques penseurs, justement, on peut se demander si c'est la presse qui a besoin de la société. Mais a priori, on se rend compte que la société, ne pouvant vivre sans la presse, a beaucoup plus besoin de la presse. Et si vous tuez la presse, vous tuez la société. Peut-on donc vivre dans une société que nous avons nous-mêmes tuée et liquidée? Il me semble que non. Et donc ce cri de cœur ce matin, c'est simplement pour dire que les journalistes ne sont peut-être pas des hommes parfaits, mais c'est des hommes importants dans la pratique, dans le quotidien du métier qu'ils ont choisi. Et notre société a vraiment besoin de ces journalistes-là. Donnons-leur simplement l'encadrement qu'il faut, le cadre légal, le minimum de décence qu'il faut dans leur métier. Et nous sommes sûrs que notre société se portera mieux. Voilà, le message est passé, il est clair. Merci M. Patrick Siandeba pour ce nouveau numéro de Regard sur l'actu. Ben écoutez, c'est moi qui vous dis merci, c'était un plaisir, surtout de partager avec vous ce nouveau duo et avec un plateau de Canal Matin garni. Comme ça vous dirait de partager des biscuits aussi? On a des délices, différents parfums. Premièrement, ce sont des délices, on ne peut pas refuser. Et quand c'est offert par une charmante dame, il va sans dire qu'on va recevoir avec... disons que je vais faire chocolat comme Thierry Carole tout à l'heure, en espérant que ça porte une information, pour ne pas dire déclaration. Parce qu'en fait, je vous ai trouvé très soigné depuis tout à l'heure que vous parlez, je vous regarde et je me dis, wow, il est bien gardé lui. Merci. J'espère que ça ne va pas rendre Thierry Carole jaloux ce matin. Non, surtout pas, surtout pas. Oh là là, je ne veux pas être jaloux parce que mon soleil me tirera certainement les oreilles. Alors pour vous, on peut également vous offrir des coudes. Vous savez faire la cuisine, M. Patrick Siandeba? Ça nous rappelle nos moments d'étudiants. On a encore ces réflexes. Apparemment, quand vous faisiez sauter le spaghetti, il y avait beaucoup de sel dedans. Surtout. Il faut éviter. Hein. Mais ça a changé quand même depuis un moment. Nous qui avons été des internes à Vox, c'était un repas presque prisé. On en avait 3 ou 4 fois la semaine. Allez, on vous offre ça aussi également. Voilà. Allez, M. Patrick Siandeba, c'est pour vous. Merci, ça fait du bien de passer sur le plateau de Canal Matin. Avec autant de revenez alors. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Merci aussi à vous. Allez, petite transition, on va juste se retrouver sur le côté pour la page alternative. Voici ce qui vous attend pendant toute la période de la Coupe du Monde de Russie 2018 sur Canal 2 International. Retrouvez-moi tous les matins pour la Minute Russie 2018 dès 7h30. Il sera question de parler du récap de la veille et naturellement de la suite. Dans l'après-midi, des plateaux extraordinaires vous attendent pour agrémenter les matchs en direct. Dès 21h30, Mondial sur la 2 s'installe pour vous servir le débrief de tous les matchs et plein d'autres surprises. Du spectacle, des buts et encore des buts. Le meilleur de la Coupe du Monde Russie 2018, c'est sur Canal 2 International.
Thierry l'a dit, nous prenons à l'instant la page internationale, des infos à l'international. Ce qui se passe de l'autre côté, à l'étranger, on y va de suite, Thierry? Bien sûr. Voilà, on commence au Burkinabé, des hauts magistrats limogés. Oui, c'est vrai que la décision a été prise en fin de semaine par le Conseil de discipline de l'instance supérieure de la magistrature. Donc la présidente du Conseil supérieur de la magistrature, Thérèse Touad Traoré Sanou, et le procureur près de la Cour de cassation, Armand Ouadraogo, font partie des personnes sanctionnées. Les deux ont été cités dans le rapport d'une commission d'enquête pour manquement à l'éthique et à la déontologie dans l'annulation de mandats d'arrêt, notamment celui émis contre Guillaume Soro en 2016. Guillaume Soro avait été accusé d'avoir soutenu le coup d'État manqué de septembre 2015. Le Conseil de discipline signale que sur ces 3 dernières sessions tenues en 2018, il a revoqué un magistrat, rabaissé également les échelons de 7, rétrogradé 6 et blâmé 2 magistrats. Tous cités dans des affaires de corruption en milieu judiciaire. Ces sanctions interviennent à la suite du rapport d'une commission d'enquête déposée en juillet 2017 qui accusait 34 magistrats pour manquement à l'éthique et à la déontologie. Les juges sanctionnés peuvent toutefois se pourvoir en cassation au Conseil d'État, précise le communiqué du Conseil supérieur de la magistrature. On file en RDC à l'instant pour parler de cet activiste qui a été tué à Goma. Voilà, il s'agit de Luc Koulula, Koulula, qui est mort dimanche matin dans l'incendie de son domicile à Goma, dans l'est du pays. La cause de l'incendie n'est pas encore déterminée, donc le militant congolais a été arrêté, on se souvient, à plusieurs reprises par les autorités. Âgé de 33 ans, Luc Koulula, voilà, était un éminent membre du groupe de la société civile Lucha. Donc il est surtout connu pour ses campagnes pour la justice sociale. Le défunt activiste s'est toujours battu pour que les auteurs des violences dans l'est du Congo soient arrêtés et jugés. Il a également battu campagne pour le président Joseph Kabila se retire après avoir purgé ses 2 mandats. On reste dans des gouvernements. On parle actuellement de l'ancien ministre de la Défense de Charles Taylor qui est devant la justice aux USA. Oui, c'est vrai que du côté des États-Unis, c'est une situation très compliquée pour lui, mais je pense qu'on fera tout pour revenir cette information, pourquoi pas, demain, on verra cette information. D'accord, on y reviendra. Restons donc actuellement quand même aux États-Unis pour parler cette fois-ci de Donald Trump qui ne respecte rien, selon François Hollande. Oui, c'est vrai que l'ancien président français s'est prononcé sur le sommet du G7 qui vient de s'achever du côté du Canada. Au lendemain donc de la fin du sommet des 7 pays les plus industrialisés, plusieurs voix se sont élevées pour condamner les actes posés par le président américain. Une sortie de taille, celle du président, de l'ancien président français François Hollande, qui dit ne pas comprendre le président américain. Samedi, en partance pour Singapour, où il doit rencontrer Kim Jong-un, Donald Trump a brusquement retiré son soutien au communiqué final du sommet du G7 au Canada. Un compromis avait pourtant été trouvé de haute lutte sur les questions commerciales quelques heures auparavant. Les États-Unis ont accusé dimanche le Canada de trahison après le volte-face du président américain Donald Trump qui a menacé ses alliés de droits de douane alourdis. Une expérience dégrisante, voilà, une expérience dégrisante et un peu déprimante, a déclaré dimanche la chancelière allemande Angela Merkel. La France, elle, estime que la coopération internationale ne peut dépendre des colères et des petits mots. L'ancien président français François Hollande, pour sa part, estime que le président américain ne respecte rien. Il dit, et je cite, « Il ne respecte rien Donald Trump, ni les formes, ni les accords, pas davantage sa parole. » Disons que c'est tout, lui, ça c'est pas forcément nouveau qu'on parle du président des États-Unis, Donald Trump, en ces termes-là, mais ça reste entre eux, entre homologues. Nous sommes le 11 juin, que vous rappelle cette date, Thierry? Quelques petites choses à partager? Pour moi, forcément pas grand-chose, mais vous, certainement, vous avez des informations vis-à-vis de cette date. Oui, une petite information en ce qui concerne cette date. On retourne un peu loin, ou sinon très loin dans le temps. Nous sommes en 1861. C'est l'apparition des premières automobiles à
essence. Oui. Première automobile à essence, c'est donc Charles et Frank Duryea qui créent la première société automobile américaine. La première à essence est donc créée le 11 juin 1861 et les frères achètent donc cette entreprise qui a été créée pour $70, donc un buggy usagé pour chevaux, et y installent un moteur à 4 chevaux. Donc ils ont fait toute la transformation. Avant c'était quelque chose d'assez compliqué, peut-être plus lent, et fallait subir, je sais pas, peut-être des pannes et tout ce qui va avec, mais heureusement en 61 donc il y a l'apparition de la première automobile à essence, et ces frères là ont racheté l'industrie pour aménager davantage, et puis certainement il y a eu d'autres améliorations pour arriver à ce que vous utilisez peut-être aujourd'hui vous. Oui. Alors voilà, c'était donc la séquence éphéméride. Oui. Et à l'instant, c'est vrai, ils le savent, sur notre page Facebook, nous avons 2 chansons ce matin, comme d'habitude. 2 propositions pour la chanson du cœur. La première proposition, c'est tout simplement la belle mélodie de Lady Ponce, le titre Le Ventre. Et la deuxième proposition, c'est Majoraï, qui nous propose un autre beau titre que tout le monde apprécie énormément. Mais énormément. Les hommes paniquent. Vous dites? Les hommes paniquent.